Dialogue 1. Renouveler sa carte d'identité. Excuse-moi, tu sais comment faire pour renouveler sa carte d'identité? La mienne est expirée depuis 6 mois. Oui, j'ai fait ça l'année dernière. Tu dois d'abord prendre rendez-vous en ligne sur le site de ta mairie. Plus question de se présenter directement au guichet sans rendez-vous. Ah bon? Et quels documents il faut apporter? Il te faut un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 2 photos d'identité conformes et si tu as un passeport, tu l'apportes aussi. Et bien sûr l'ancienne carte. Et si je n'ai pas de justificatif à mon nom, je loge chez un ami en ce moment. Dans ce cas, tu peux fournir une attestation d'hébergement signée par ton ami, accompagnée de sa propre pièce d'identité et de son justificatif de domicile. C'est ce qu'on appelle un hébergement chez un tiers. Ça paraît compliqué. Et le délai, c'est long? Ça dépend des périodes. En ce moment, il faut compter entre 3 et 6 semaines. Tu recevras un SMS quand ta carte sera prête. Parfait, merci. Je vais m'y mettre ce soir. Dialogue 2. Ouvrir un compte bancaire. J'ai besoin d'ouvrir un compte bancaire, mais je ne sais pas quelle banque choisir. Tu as des conseils? Ça dépend de tes besoins. Si tu veux éviter les frais, les banques en ligne comme Boursorama ou Hello Bank sont très compétitives. Mais si tu préfères un conseiller humain, une banque traditionnelle sera plus rassurante. Je suis étudiante, donc les frais, c'est important. Et est-ce que c'est compliqué à ouvrir? Pas du tout. Pour une banque en ligne, tout se fait à distance. Tu envoies un scan de ta pièce d'identité, un justificatif de domicile et parfois un RIB d'un compte existant pour le premier virement. Et si je n'ai pas de compte existant? C'est justement mon premier compte. Dans ce cas, tu peux commencer par la banque postale ou le crédit agricole qui ont des offres étudiantes accessibles sans dépôt initial. Certaines banques en ligne acceptent aussi un virement de 1 € symbolique pour activer le compte. Et ça prend combien de temps avant de recevoir la carte? En général entre 5 et 10 jours ouvrés. En attendant, tu peux utiliser une carte virtuelle pour tes achats en ligne. Super, je vais comparer les offres ce soir alors. Dialogue 3. S'inscrire à Pôle emploi. Je viens de perdre mon emploi et je dois m'inscrire à Pôle emploi. Par où est-ce que je commence? D'abord, tu dois t'inscrire dans les 12 mois suivant la fin de ton contrat. Sinon, tu risques de perdre des droits. Tu peux tout faire sur le site pôle-emploi.fr. L'inscription prend environ 20 minutes. Et qu'est-ce qu'ils vont me demander comme information? Ton numéro de sécurité sociale, ton dernier contrat de travail, ton relevé de carrière et tes coordonnées bancaires pour les versements. Ils te demanderont aussi si tu quittes volontairement ou si tu as été licencié. J'ai été licencié pour raison économique. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça joue en ta faveur. En cas de licenciement, tu as droit aux allocations chômage, contrairement à une démission dans la plupart des cas. Le montant dépend de ton ancien salaire et de ta durée de cotisation. Et combien de temps faut-il attendre avant de toucher le premier versement? Il y a un délai de carence d'environ 7 jours, plus indifféré si tu as reçu des indemnités de licenciement. En pratique, le premier virement arrive souvent au bout d'un mois. D'accord. Et je dois pointer régulièrement? Oui, tu dois actualiser ta situation chaque mois en ligne, avant le 15 du mois. Tu indiques si tu as travaillé, cherché un emploi et si ta situation a changé.
Dialogue 4. Demander un logement social. On cherche un appartement depuis des mois et les loyers sont inabordables. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une demande de logement social? C'est une bonne idée, mais il faut s'armer de patience. Les listes d'attente peuvent durer plusieurs années selon les villes. Vraiment? Et comment on fait la demande? Tu passes par le portail national demande-logement-social.gouv.fr. Tu crées un dossier avec tes revenus, ta composition familiale et ta situation actuelle. Si tu es locataire, tu indiques aussi si ton logement est insalubre ou trop petit. Est-ce qu'on peut faire la demande dans plusieurs villes à la fois? Oui, tu peux faire une demande dans différentes communes, ce qui augmente tes chances. Mais chaque demande est étudiée séparément par les bailleurs sociaux de chaque zone. Et quels critères ils prennent en compte pour prioriser? Les revenus, bien sûr, mais aussi l'urgence de la situation, hébergement précaire, violence conjugale, handicap, surpeuplement. Les familles avec enfants sont souvent prioritaires également. Et on reçoit un numéro de dossier? Oui, un numéro unique départemental ou régional selon ta région. Tu dois renouveler ta demande chaque année pour rester sur la liste. Dialogue 5. Déclarer ses impôts pour la première fois. Cette année, c'est Toarty la première fois que je dois déclarer mes impôts seul. Je ne sais absolument pas par où commencer. Ne t'inquiète pas, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Tout se passe sur impots.gouv.fr. Tu crées un espace particulier avec ton numéro fiscal. Où est-ce que je trouve ce numéro? Il est sur ton avis d'imposition si tu en as déjà eu un ou sur la lettre de bienvenue des impôts. Si c'est vraiment ta première déclaration, tu contactes le centre des impôts de ta commune, il te crée un accès. Et qu'est-ce que je dois déclarer exactement? Tous tes revenus de l'année précédente, salaire, allocation imposable, revenus de placement. Si tu es salarié, ton employeur a déjà transmis tes données, donc tu n'as souvent qu'à vérifier et valider. Et si j'ai fait des petits boulots en freelance en plus? Dans ce cas, tu dois les déclarer manuellement dans la case Revenus non commerciaux ou BNC. C'est important car en cas d'oubli, tu risques un redressement fiscal avec des pénalités. C'est risqué si je me trompe. Pour une première fois avec une erreur de bonne foi, l'administration est généralement compréhensive. Tu peux corriger ta déclaration jusqu'à la date limite. Et en cas de doute, les conseillers des impôts sont accessibles par téléphone ou en rendez-vous. Dialogue 6. Faire une procuration pour voter. Je serai en déplacement le jour des élections. Est-ce qu'il y a un moyen de quand même voter? Oui, tu peux faire une procuration. Tu donnes le droit à quelqu'un de confiance de voter à ta place dans ton bureau de vote. Et comment ça marche concrètement? Tu remplis le formulaire CERFA disponible sur service-public.fr ou directement au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal. Depuis quelques années, tu peux aussi le faire entièrement en ligne si tu as une identité numérique vérifiée. Et la personne à qui je donne ma procuration, elle doit être de ma ville. Elle doit être inscrite dans la même commune que toi, mais pas forcément dans le même bureau de vote. C'est une condition souvent méconnue. Et elle vote comment? Elle présente quoi? Elle se présente avec sa propre pièce d'identité et indique qu'elle vote par procuration. Elle n'a pas besoin d'apporter de documents supplémentaires car la mairie aura été informée en amont
Et si je change d'avis et que finalement je peux y aller? Tu peux annuler ta procuration avant le scrutin, toujours via service-public.fr ou en te rendant en personne. Si tu te présentes au bureau avant que ton mandataire ait voté, tu peux voter toi-même. Dialogue 7. Obtenir une reconnaissance de dette. Un ami m'a emprunté 3 000 € il y a 6 mois et il ne me rembourse pas. Est-ce que j'aurais dû faire quelque chose de plus officiel au départ? Oui, pour tout prêt entre particuliers supérieur à 1 500 €, la loi recommande fortement une reconnaissance de dette écrite. Ça te protège juridiquement. Et maintenant qu'il ne rembourse pas, qu'est-ce que je peux faire? Si tu as une preuve écrite ou des virements bancaires traçables, tu peux lui envoyer une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. C'est le premier pas avant toute action judiciaire. Et si ça ne suffit pas? Tu peux saisir le tribunal judiciaire via une procédure simplifiée appelée injonction de payer. C'est rapide, peu coûteux et tu n'as pas besoin d'avocat pour les petits montants. Et s'il conteste la dette? Dans ce cas, le litige devient contradictoire et une audience est fixée. Le juge examine les preuves des deux côtés, d'où l'importance d'avoir gardé les messages, emails ou relevés bancaires. Leçon apprise. À l'avenir, même entre amis, je ferai signer quelque chose. C'est vraiment la meilleure approche. Une reconnaissance de dette bien rédigée protège la relation autant que l'argent. Dialogue 8. Changer d'adresse officiellement. Je viens de déménager et je réalise qu'il y a un nombre fou d'organismes à prévenir. Par où est-ce que je commence? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un service officiel sur service-public.fr qui s'appelle Je change de coordonnées. Tu entres ta nouvelle adresse une seule fois et ça notifie automatiquement une vingtaine d'organismes. Vraiment? Lesquels, par exemple? Les impôts, la CAF, l'assurance maladie, Pôle emploi, les caisses de retraite. En revanche, ta banque, ton opérateur téléphonique, tes abonnements privés, il faut les prévenir toi-même. Et pour le courrier, je fais comment pendant la transition? La Poste propose un service de réexpédition payant. Pour environ 30 € sur 6 mois, tout courrier envoyé à ton ancienne adresse est redirigé vers la nouvelle. C'est très pratique le temps de tout mettre à jour. Et mon permis de conduire, je dois le changer aussi. Techniquement, tu n'as pas l'obligation de le changer physiquement, mais tu dois mettre à jour ton adresse dans le fichier du permis de conduire sur l'ANTS, le site national des titres sécurisés. C'est gratuit et ça se fait en ligne. Et pour la carte grise, si j'ai une voiture? Là, c'est obligatoire dans le mois suivant le déménagement. Tu passes par l'ANTS aussi et si le département change, ton immatriculation reste la même depuis la réforme SIV, donc pas de nouvelles plaques à commander. Dialogue 9. Faire valoir ses droits en tant que consommateur. J'ai commandé un meuble en ligne, il était arrivé cassé et le vendeur refuse de me rembourser. Quels sont mes recours? Tu es bien protégé par la loi en France. Pour un achat en ligne, tu bénéficies du droit de rétractation de 14 jours, mais surtout de la garantie légale de conformité de 2 ans. Et concrètement, comment je fais valoir ça? Tu commences par envoyer une réclamation écrite au service client en précisant la référence de commande, la nature du défaut et en demandant un remplacement ou un remboursement. Garde toujours une trace écrite. Et s'il ne répond pas ou refuse toujours,
Tu peux saisir un médiateur de la consommation. Chaque secteur a le sien. Pour le e-commerce, il y a souvent un médiateur désigné dans les CGV du site. C'est gratuit pour le consommateur et obligatoire avant de saisir un tribunal. Et si la médiation échoue, Tu peux alors saisir le tribunal judiciaire. Pour les litiges inférieurs à 5 000 €, la procédure est simplifiée et tu peux te représenter toi-même. Tu peux aussi contacter la DGCCRF, la direction qui protège les consommateurs si tu penses à une pratique frauduleuse. je ne savais pas qu'on avait autant d'options. Je vais commencer par la mise en demeure écrite. C'est souvent suffisant. Les vendeurs savent qu'en cas de litige avéré, ils ont peu de chances de gagner. Dialogue 10. Créer une micro-entreprise. J'ai un projet de freelance et quelqu'un m'a parlé du statut de micro-entrepreneur. C'est vraiment si simple à créer? Oui, c'est l'un des statuts les plus accessibles en France. Tout se fait en ligne sur guichet-entreprise.fr et la création est gratuite. En quelques jours, tu reçois ton numéro C-Rate. Et quelles sont les obligations ensuite? Tu dois déclarer ton chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre sur autoentrepreneur.ursaf.fr, même si c'est zéro. Tu paies des cotisations sociales uniquement sur ce que tu encaisses, ce qui est très avantageux au démarrage. Et il y a des plafonds à ne pas dépasser? Oui, en 2026, le plafond est autour de 77 700 € pour les prestations de services et environ 188 700 € pour la vente de marchandises. Si tu dépasses, tu bascules automatiquement vers un régime réel d'imposition. Et pour la TVA? En micro-entreprise, tu bénéficies de la franchise en base de TVA, ce qui signifie que tu ne factures pas de TVA à tes clients et que tu n'en récupères pas non plus sur tes achats. Tu dois juste mentionner TVA non applicable, article 293B du CGI sur tes factures. Et si j'ai des dépenses professionnelles importantes, genre acheter du matériel? C'est le principal inconvénient du statut. Tu ne peux pas déduire tes charges réelles. Le calcul se fait sur ton chiffre d'affaires brut avec un abattement forfaitaire. Si tes charges sont très élevées, un régime classique comme l'EURL pourrait être plus avantageux à terme. Je vais commencer par la micro-entreprise pour tester et évoluer si ça décolle. Merci pour toutes ces précisions. C'est exactement la bonne approche. L'essentiel, c'est de se lancer